passer la parole au professeur El Ansari pour maintenant développer la partie clinique de la prise en charge de cette pathologie que nous rencontrons vraiment très fréquemment dans notre pratique quotidienne. Donc, pour nous parler donc des stratégies thérapeutiques en pratique et pièges cliniques, mais je vais demander à Madame El Mrari de présenter mieux que moi donc l'orateur. Donc, je pense qu'elle est connue. Hein. Professeur Nawal Ansari, donc chef de service d'endocrinologie et diabétologie, nutrition, maladies métaboliques au CHU de Marrakech. Donc, je suis témoin tous les jours de son acharnement, son engagement, son enthousiasme et sa passion pour développer cette belle spécialité. Donc, je souligne aussi, en fait, bon, elle est multidisciplinaire, mais je souligne son amour et son intérêt distingué à l'hypophyse, puisque c'est l'élève de Chanson. Donc, je te demande de commencer. Merci beaucoup, chers collègues et chers amis et collègues, de ta gentille présentation. C'est un grand plaisir, encore une fois, d'être ici au congrès de l'ASMédian, rencontrer des collègues du Maroc, du Maghreb et d'autres pays d'Afrique pour partager beaucoup de points de l'endocrinologie. Et dans cette session d'hypophyse, on a essayé d'être un peu complet, de faire le tour de la question, pour ma part, de voir les aspects pratico-pratiques que nous rencontrons tous, chacun de nous dans son lieu d'exercice. Et ce sera donc un exposé où j'ai choisi de le traiter en deux grands chapitres. Le premier, les différentes situations cliniques rencontrées à la lumière de cas cliniques vécus au niveau du service d'endocrinologie. Et la deuxième partie, approche thérapeutique avec l'actualité de cette approche. Alors tout d'abord, je ne vais pas adopter le terme qui est aujourd'hui donné aux adénohypophysaires, les PITNET pour Pituitary Néoplasie Endocrine Tumor, qui est une nouvelle appellation consensuelle qui a été décidée par un groupe d'experts, dont le professeur Philippe Chanson, que vous connaissez certainement, et qui a été adopté au lieu de parler d'adénome. Mais nous, on a l'habitude de parler des adénomes en pratique clinique, on a du mal encore à se détacher. Donc je vais parler de l'adénome et du prolactinome pour être dans mes habitudes. Alors, aussi, je ne peux pas m'empêcher de rappeler ce que vous savez tous, la physiologie de l'axe. Je ne sais pas si on peut l'appeler axe lactotrope, il n'y a pas d'axe, mais du circuit hypothalamo-hypophysaire concernant ces connexions relatives à la sécrétion de la prolactine. Et vous savez tout aussi bien que moi que le principal facteur inhibiteur étant la dopamine qui se fixe sur les récepteurs dopaminergiques qui sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires existants sur la cellule lactotrope et qu'il n'y a pas de prolactin releasing factor comme ça existe pour les autres types de sécrétions comme la CRH et la GRH. Donc nous avons la TRH qui, comme vous le savez, joue ce rôle de puissant stimulant de la production de prolactine par la cellule lactotrope. Et bien sûr qu'il y a des facteurs autres de régulation. N'oublions pas le rôle stimulant des œstrogènes. D'ailleurs, durant la grossesse, physiologiquement, les taux de prolactine vont monter très haut. Alors, le prolactinome, c'est la tumeur adénomateuse, le type de tumeur sécrétoire adénomateuse la plus fréquente. Pour la majorité des cas, les adénomes à prolactine ou prolactinome sont des microprolactinomes. Mais nous voyons tous les macroprolactinomes et on va voir comment faire la distinction entre un vrai macroprolactinome ou tout simplement un gros adénome non prolactinique, non fonctionnel, ou sur quelle base nous allons faire cette distinction et ces différences essentielles pour la prise en charge.
40% sont invasifs. Ma collègue a bien parlé des critères d'agressivité et ces adénomes invasifs comportent justement ces critères histologiques et immunohistochimiques d'agressivité. Pour vous situer dans notre pratique locale, nous avons une expérience modeste parce que le service n'est pas très vieux et sur une série de 130 et quelques cas d'adénome hypophysaire, et bien la moitié, comme vous pouvez voir en haut du tableau, sont des adénomes à prolactine. Ce sont des prolactinomes, donc ça constitue la moitié des adénomes que nous voyons et que nous gérons dans la série de ces adénomes. Vous pouvez voir aussi que le syndrome tumoral représente un mode de manifestation assez présent, de même que le syndrome aménorrhée-galactorrhée chez la femme. Pour la majorité, même si je vous ai dit qu'à 90% dans la littérature, on retrouve les microprolactinomes, notre réalité est autre. Nous avons 30% de microadénomes et une majorité qui se situe entre le macroprolactinome et puis vraiment les prolactinomes géants, qui dépasse 4 cm et ça représente une bonne proportion des adénomes à prolactine que nous voyons. Alors, c'était juste pour voir quel est le profil d'adénome à prolactine que nous sommes amenés à gérer au service d'endocrino de Marrakech. Et maintenant, directement dans les points précis et pertinents de la prise en charge, des définitions de diagnostic des adénomes à prolactine. Bon, ça vous le savez. Il y a des recommandations qui ont été émises en 2011 par l'Endocrine Society. Elles n'ont pas été updatées depuis. Et donc, il y a après des consensus d'experts qui ne contredisent pas du tout ces recommandations. Donc, elles restent vraiment pour la communauté d'endocrinologues de vigueur. Comment doser la prolactine? Il fut un temps où on devait passer par des précautions et donc c'est une attitude qui est devenue obsolète. Il n'est pas nécessaire ni de respecter le jeûne, ni quoi que ce soit, donc à n'importe quel moment de la journée. Il est toutefois préférable dans le texte des recommandations et après beaucoup de lectures, d'avoir au moins 1 heure de décalage entre la prise alimentaire et le dosage de la prolactine. Donc pour des raisons bien précises et donc on n'est pas obligé d'être à 8 heures de jeûne. Donc ça c'est un point important. Deuxième question, c'est est-ce qu'il faut répéter le dosage? Des fois on doute. Est-ce que cette prolactine elle est vraiment élevée? Est-ce que je suis en face d'une hyperprolactinémie? Est-ce que j'ai besoin de refaire mon dosage ou non? Il est indiqué que c'est nécessaire si l'hyperprolactinémie n'est pas évidente et que le contexte clinique que vous avez vous dérange au vu d'une discordance clinico-hormonale. Mais par contre, si vous avez des symptômes et une prolactinémie largement élevée, il n'est pas nécessaire de revenir sur un autre dosage. Donc, on considère que 50 nanogrammes par ml est une valeur, seuil, à partir de laquelle il est préférable de s'assurer de cette hyperprolactinémie, tout en faisant très attention à écarter l'insuffisance rénale et l'hypothyroïdie. Et ça, c'est absolument nécessaire. Et nous, dans notre contexte, on rencontre très souvent des patients et patientes hypothyroïdiennes et des fois, ça passe par une hyperprolactinémie. Donc, il faut vraiment prendre cette précaution de doser la TSH pour ne pas être sur une autre pathologie. Et là, à partir de cette idée, donc je présente le cas d'une malade qu'on avait reçue et qui présente une galactorrhée bilatérale avec une spanioménorrhée
des céphalées et pas vraiment un syndrome tumoral hypophysaire, mais qui se plaignait également de constipation, d'épilation, ça peut tout dire, sans prise médicamenteuse, et dont le taux de prolactine était à 86 nanogrammes par ml. Alors, devant ce cas qui est habituel à nous tous, on peut aller faire l'IRM directement en considérant qu'il y a une hyperprolactinémie qui est supérieure à 50, pas besoin de répéter, et puis il faut voir ce qui se passe au niveau de l'hypophyse. Mais comme je vous ai dit, il est très important de réaliser la TSH. Peut-être que nous, on a été orientés aussi par le fait qu'elles se plaignent vraiment de cette constipation, mais sans symptômes, sans ça, il fallait faire la TSH qui révèle un taux quand même que vous voyez à 45 milliunités. Et puis après l'exploration, elle montre bien qu'on est en face d'une thyroïdite auto-immune avec des anticorps anti-TPO qui sont élevés. Le bilan hépatique et rénal étant normaux. Donc, c'est une hypothyroïdie périphérique profonde avec une hyperprolactinémie. Ce qu'il y a, c'est que après le traitement par hormone thyroïdienne et une fois obtenu la normalisation de la TSH, nous avons gardé les symptômes et donc la galactorée était encore là avec la prolactine qui restait dans ces taux élevés. Malgré cette correction de l'hypothyroïdie, et en faisant l'IRM à ce moment-là, on tombe sur une image de microadénome, picoadénome latéralisé à gauche, qui bombe, comme vous pouvez voir, le diaphragme cellaire. Alors, nous avons traité comme microadénome à prolactine après 1 an, normalisation de la prolactine et disparition de l'image. Voilà, donc c'est un cas qui nous illustre bien la nécessité de checker la TSH, mais de vérifier quand même après la normalisation des valeurs, puisqu'on peut tout avoir en même temps chez une même patiente, et ça, vous le savez bien. Donc, dans l'algorithme, d'ailleurs, de la prise en charge, comme vous pouvez voir ici, la TSH vient après la prolactine. Donc, on fait la prolactine, elle est élevée, on est d'accord, mais avant d'arriver au stade d'IRM, on regarde la TSH, et ça, c'est un message très important et qui ne coûte rien. Et vous, comme nous, voyons pas mal d'hypothyroïdie infracliniques ou même patentes, mais qui ne sont pas diagnostiquées. Donc ça, c'est un point essentiel avec par lequel j'ai commencé ces différentes situations cliniques. Puis après, je passe au volet macroprolactinémie. Donc la macroprolactinémie est là pour parler de ça. Je rappelle juste qu'il y a 3 formes en fait de prolactine. Il y a là en haut, comme vous voyez, la prolactine monomérique. C'est un monomère et c'est elle qui est active, c'est elle qui est bioactive et qui se fixe sur le récepteur. Et puis vers la gauche, vous voyez la dimérique. Ce sont 2 molécules de prolactine qui ont en fait cette structure, ces 2 molécules ont une activité relative. On ne peut pas dire que la prolactine dimérique est inactive. Mais par contre, la troisième, qui est la Big, et qui est une association entre la prolactine et des immunoglobulines avec des anticorps, elle, par contre, n'a pas d'activité. Et dans les trousses de dosage, quand les biologistes dosent la prolactine, il se pourrait que ça soit tout dosé en tas. Je ne saurais pas l'expliquer comme un biologiste, hormonologue, mais on peut avoir une majoration de la valeur de la prolactine du fait de l'existence de la big prolactine et de la big prolactine. Alors, comment faire la différence entre une vraie hyperprolactinémie et cette macroprolactinémie, ou bien
pseudo-hyperprolactinémie, eh ben, ce sera par une précipitation au polyéthylène glycol. On va demander cette précipitation pour séparer ces différentes formes, mais quand est-ce qu'on doit le faire? Nous, on doit savoir quand est-ce qu'on va demander à avoir ces formes-là. Eh ben, c'est lorsque c'est pas du tout systématique, c'est lorsque nous avons une bonne discordance clinico-biologique, comme vous le voyez ici dans les recommandations, des patients, des patientes qui sont asymptomatiques et elles vous disent « j'ai un cycle régulier ». Je n'ai pas de galactorée et pourtant, pour une raison ou une autre, sa prolactine elle est élevée. Voilà, et donc c'est des situations où bien nous avons un taux de prolactine, voilà, c'est ce que je voulais dire, donc une certaine discordance entre la clinique qui reste pauvre et la valeur de la prolactine. Et là, il faudra aller plus loin pour chercher ces formes dimériques ou complexées avec les immunoglobulines qui n'ont pas d'activité mais qui pèsent dans le dosage. Donc une série turque. Encore une fois, et ça c'est pour compliquer les choses, de patients ayant une grande proportion de macroprolactinémie, et ce ne sont pas des hyperprolactinémies vraies, mais comme vous voyez dans l'encadré, qui peuvent avoir une tumeur cellaire. Et là, je ne l'ai pas dit, mais je l'avais noté, 20% des cas de macroprolactinémie présentent un adénome hypophysaire. C'est quand même compliqué parce que est-ce que c'est un prolactinome en partie avec une participation de macroprolactinémie, et on voit ça dans les grands prolactinomes quand on a 6000 par exemple de prolactine. Je ne sais pas si vous avez des taux comme ça qui sont extraordinaires, et quand vous faites la précipitation ça tombe à 2000, et donc vous avez une grosse part de prolactine big, mais n'empêche qu'il y a une hyperprolactinémie tumorale, et donc la complexité est dans l'association justement. Alors, le point, désolé pour la molécule de prolactine qui se promène sur la slide. Alors, maintenant, un autre point important, et qui est le parallélisme que vous savez entre la taille de l'adénome et la valeur de la prolactine, et ça vous le savez très bien, c'est un indicateur. Donc vous savez bien que la prolactine, le macroprolactinum va se situer vers des valeurs hautes de prolactine, alors que le microprolactinum, on le retrouve en dessous de 500, mais c'est un large éventail. Donc rien n'exclut rien. Donc il y a un chevauchement entre le microprolactinum et le macro, n'empêche que lorsque nous avons 500 nanogrammes et plus, nous sommes forcément au-delà de 1 cm, donc dans le cadre d'un macroprolactinum. Et là, il y a un point essentiel. Cette corrélation de la taille de l'adénome avec la valeur de la prolactine, des fois, elle manque chez nos patients. Et comme vous voyez sur le deuxième schéma de gauche, lorsque la tumeur est plutôt volumineuse et que la valeur de la prolactine ne suit pas, il y a un souci. On s'attend à ce que le taux de prolactine soit élevé, comme j'ai dit, au-delà de 250-500. Mais on se retrouve avec des valeurs inférieures. À ce moment-là, on dit tous hyperprolactinémie de déconnexion. C'est un adénome autre qu'un prolactinome comprimant la tige pituitaire. Mais ce n'est pas que ça. Ce qu'il peut y avoir, c'est l'effet crochet ou l'effet look effect que je vais vous détailler tout de suite. Lorsqu'on dose la prolactine, et vous la voyez, ce sont les petits ronds bleus, la prolactine elle est prise en sandwich entre deux types d'anticorps. Des anticorps antiprolactine qui sont collés au tube de prélèvement et des anticorps
antiprolactines qui sont solubles. Donc il y a un sandwich, une réaction qui est appelée sandwich et qui va faire émaner, qui va se verbaliser dans le dosage et qui va être exprimée. Cette réaction de sandwich. Lorsque il y a trop de prolactine, par exemple 800, 900 ou 1000 nanogrammes par ml, il y a perte de la réaction de sandwich et donc sur la valeur dosée, nous allons avoir des valeurs basses, faussement basses. Et à ce moment-là, vous êtes vraiment en face d'un prolactinum, mais le laboratoire vous a donné une valeur basse. Et c'est ça la situation à laquelle on doit faire attention pour ne pas toujours dire il y a discordance entre la taille et la valeur de la prolactine. Ce n'est pas un macroprolactinum. D'accord? C'est ce que je montre là. Quand il y a trop de prolactine, perte de la réaction de sandwich. Et donc, le laboratoire vous informe d'une valeur inférieure. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque fois que nous sommes tous en présence d'une image de gros adénome, macroadénome et d'une valeur de prolactine qui n'est pas corrélée à cette taille, eh ben, on va soulever le diagnostic d'adénome non fonctionnel, bien sûr, mais il faudrait absolument, et ça c'est notifié dans les recommandations, il faudrait demander au laboratoire de faire une dilution à 1 centième pour révéler la vraie prolactinémie. Parce qu'il y a une attitude pratique qui va être mise derrière. Quand vous gérez l'hyperprolactinémie de déconnexion et que vous avez un adénome non fonctionnel, vous allez peut-être opter pour la chirurgie. Mais quand vous avez un macroadénome à prolactine, vous allez oublier la chirurgie. Voilà. Donc ça, c'est un point très important. Deuxième cas du service à travers lequel on va discuter la prise médicamenteuse, et nous, on reçoit beaucoup de malades sous neuroleptiques, énormément de malades sous antipsychotiques. Alors cette patiente se présente sous traitement neuroleptique longuement pris avec une prolactine à 132, qui est franchement élevée. Nous avons fait l'IRM hypophysaire au vu de cette prolactinémie élevée, même si elle prend le traitement qui est supposé donner l'hyperprolactinémie iatrogène, et on tombe sur une image de microadénome, encore une fois, un tout petit adénome gauche. Donc après la prise du traitement, après la prise du Dostinex et son arrêt, et après l'arrêt des neuroleptiques, nous avons une normalisation des prolactines, nous avons un état qui est tout à fait normal alors que cette patiente était censée avoir gardé son hyperprolactinémie. Donc on doute à ce moment-là sur l'existence en fait juste d'un adénome, microadénome non fonctionnel, et je peux dire pire, un artefact. Parce que Dieu sait le nombre d'adénomes, microadénomes répandus par les neuroradiologues et qui ne sont que des artefacts ou autre chose. Et à ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce qu'il fallait qu'on dose d'abord la prolactine parce qu'elle nous a brouillés, ou bien est-ce qu'il fallait carrément faire l'IRM aussi? Alors, que faire en pratique? Le consensus espagnol qui est aligné et qui est récent et qui est aligné avec le consensus de l'Endocrine Society insiste sur le fait qu'il faut, chez tout patient prenant des neuroleptiques, et ça, cette information, on peut la partager avec nos collègues psychiatres, à chaque fois qu'on met un patient sous neuroleptique pour une longue durée, un traitement de long cours, il faut doser la prolactine de départ et 3 mois plus tard. Donc c'est une pratique à faire. Et donc on n'avait pas tort de réaliser la prolactine. Maintenant, est-ce qu'on aurait dû faire l'IRM ou bien se dire, eh ben, c'est une hyperprolactinémie qui est due au neuroleptique? Là aussi, le consensus précise ce point-là.
Donc l'IRM est faite lorsque les valeurs sont supérieures à 150. Il considère alors que 150 nanogrammes, au-delà de 150, on ne peut pas y être dans l'iatrogénicité. Nous, on avait 132. On ne remplissait pas les critères, mais bon, on l'a fait. On est tombé sur cette image qui finalement n'est pas un microadénome à prolactine. Donc je pense qu'il faut respecter cette valeur de 150 nanogrammes pour être à l'aise avec la réalisation de l'IRM. Alors, le traitement, s'il faut le continuer, il faut le continuer, le traitement neuroleptique, mais il faut substituer l'œstrogène par œstrogénothérapie et testostérone. Il ne faut pas oublier l'hypogonadisme derrière qui va en résulter. Ça, on a tendance à l'oublier. Donc, il y a des conséquences gonadiques qu'il ne faut pas méconnaître. Un point important, les malades qui viennent avec des adénomes à prolactine et grossesse. Et ça aussi, on le voit. Vous savez tous que la fertilité sous cabergoline ou bromocriptine, elle est rapide. Hein. On obtient rapidement des grossesses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que la femme et la dame tombent enceintes, c'est clairement défini. Il faut bien sûr arrêter s'il s'agit d'un microprolactinome et qu'il y a grossesse, on arrête. Mais s'il s'agit d'un macroprolactinome avec un risque visuel, je dis bien avec un risque visuel, on va maintenir l'agoniste dopaminergique avec une préférence pour la bromocriptie. Quoique les études n'ont jamais prouvé la tératogénicité de la cabergoline. Mais dans toutes les recommandations, il y a toujours, ne serait-ce qu'au premier trimestre, une large préférence pour le parlodel, avec, après on peut passer la main à la cabergoline, vu que c'est une monoprise. Mais le premier trimestre, on est plus confortable avec le parlodel. Donc microadénome, on arrête, macroadénome avec atteinte visuelle ou risque d'atteinte visuelle, on continue. Et là, c'est une très belle revue qui donne la prise en charge en cas de macroprolactinome. Qu'est-ce qu'on fait? Et si jamais il y a une croissance tumorale, on peut même opérer la patiente au deuxième trimestre. Elle peut être candidate à une neurochirurgie. Si jamais il y a un risque visuel sur le chiasma optique ou bien sur les neuroculomoteurs de l'autre côté, ça dépend du type et de l'emplacement de cet adénome. Donc la prise en charge est particulière chez la femme enceinte en fonction qu'il s'agisse d'un micro ou bien d'un macroadénome. Alors, à partir de ça, je parle d'un cas d'une patiente qui présente un macroprolactinome depuis 2006, latéralisé à gauche, comme vous voyez, qui est tombée enceinte et qui a gardé sa cabergoline pendant la grossesse et après, quelques mois plus tard, pour vous dire la vérité, elle a été perdue de vue. Et en la revoyant, nous avons une augmentation significative de la taille du macroadénome, 12 × 16 versus 11 × 11. Alors, je ne sais pas si cette augmentation a été observée durant la grossesse, malgré la prise de traitement, ou au-delà de la grossesse. Ça, c'est une question qu'on se pose, mais vous avez en image l'augmentation et la prolifération du macroadénome en postpartum. Une question un peu d'ordre pratique, mais encore très débattue, c'est l'allaitement en présence d'un macroprolactinome. Et professeur Chanson, on a échangé la semaine dernière un mail sur ce point précis. Est-ce que le fait que la maman allaite va augmenter le risque? On peut dire que le fait qu'elle allaite, ça stimule la libération de la prolactine et la prolifération cellulaire. Mais en même temps, la femme allaitante est en climat d'hypoœstrogénie qui est un climat hypoprolactinémiant. Donc en fait, on n'est pas contre l'allaitement, tout dépend de la taille de l'adénome. Et on est mal à l'aise avec le macroadénome en supposant que l'allaitement pourrait faire augmenter le volume. Alors qu'avec le microprolactinome, on est plus tranquille. Et ça, c'est un cas que j'avais suivi avec lui de son service à Bicêtre, une patiente
qui, en présence d'un macroadénome, et qui était sous cabergoline pendant toute sa grossesse et dont le monitorage au complet était parfait, a désiré, avec son mari, allaiter. Et donc, le traitement a été interrompu une quinzaine de jours avant l'accouchement. Et il y a eu montée laiteuse et elle a allaité pendant des mois. Mais c'était M. Chanson qui avait pris cette décision d'autoriser cet allaitement. La question qu'on se pose maintenant, c'est que, est-ce que cette montée laiteuse, elle est due elle est physiologique, parce que c'est une femme en postpartum et que c'est normal après la succion qu'elle allaite, ou bien est-ce que c'est de l'hyperprolactinémie? Voilà, donc, et est-ce que cet allaitement ou cet entretien de l'allaitement ne risque pas d'aggraver l'atteinte tumorale? Donc c'est une question qui est très controversée, mais les malades peuvent nous poser des questions. Après, quand j'accouche, est-ce que je peux allaiter ou pas? Donc on est à l'aise avec le microprolactinum, on n'est pas du tout avec le macroprolactinum. Et le dernier cas que je cite, et qui est le cas que je suis sûre que vous le voyez aussi souvent que nous, des jeunes femmes qui sont vues pour une aménorrhée ou une galactorrhée, chez qui on dose et on trouve une hyperprolactinémie et qui sont mises sous traitement, sans aucune enquête étiologique derrière. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et c'est comme si le médecin traitant traitait un chiffre. Alors ça, c'est le cas d'une malade qui a été traitée, elle a mal toléré le traitement, donc du coup elle a arrêté. Et une fois qu'elle avait voulu tomber enceinte, elle a reconsulté avec une prolactine toujours élevée, encore une fois remise sous traitement, sans IRM, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte, mais elle présente un syndrome tumoral hypophysaire, et c'est un cas que nous avons publié. Et vous voyez la grande surprise, c'est l'apoplexie hypophysaire d'un macroadénome volumineux avec le signe de l'hémorragie, c'est la limite de l'hypersignal à la verticale, c'est le saignement. Elle arrive avec un tableau neuro-ophtalmique alarmant. Jamais elle n'a eu d'IRM, et pourtant elle avait des prolactinémies qui étaient suffisamment élevées pour faire l'IRM. Le champ visuel, à ce moment-là, pendant cette gestation, justement, il était altéré avec une hémianopsie bitemporale, avec une cécité à gauche, et elle comptait les doigts à droite. Elle comptait les doigts. Donc elle a été mise sous cabergoline. Je n'ai pas le détail de la dose, je n'ai pas voulu mettre la posologie parce que je n'ai pas retrouvé la posologie exacte qui a été donnée. Et donc il y a eu une amélioration visuelle juste après, l'accouchement a eu lieu, etc. Après, elle est venue lors des différents contrôles avec cet aspect d'effondrement et donc de selle turcique partiellement vide avec arachnoïdocèle intracellaire. Voilà, donc l'issue, elle est favorable, heureusement, mais les conséquences auraient pu être très graves. Est-ce que j'ai du temps? Combien? Alors, les prolactinums chez l'homme. Alors, le prolactinum chez l'homme, il est méchant. Dans notre série, la moyenne d'âge est plus importante. Il y a quand même des différences de présentation, d'agressivité, et professeur Reiss l'a rappelé. Et d'ailleurs, dans la dernière classification de l'OMS 2017, ils nous mettent le prolactinum in men chez l'homme comme étant une tumeur, un adénome agressif. Il fait partie des agressifs sur la base de la clinique. Prolactinum masculin. Et donc, c'est une tumeur que nous avons du mal à gérer, et nous avons des prolactinums géants avec des hydrocéphalies que nous gérons avec professeur Aniba, et il en a mis des valves.
de ces prolactinomes et sa récidive. Et voilà, on a beaucoup de mal à les contrôler. Maintenant, je pense que comme j'ai pas beaucoup le temps, je vais survoler l'aspect thérapeutique, mais je vais faire vite. Donc, le traitement de choix, micro-macro, c'est le traitement médical. On est d'accord sur ça. Et donc, la chirurgie apporte peu, même dans le macroadénome. Donc, c'est le traitement médical. Je passe sur le mode d'action. Quelle est la molécule de préférence? Quelle est la molécule privilégiée? Bien sûr, c'est la cabergoline. La cabergoline, sauf, on précise, lorsque la femme essaye de tomber enceinte, peut-être qu'il faudra privilégier le parlodel, parce qu'on a dit que durant le premier trimestre, c'est la molécule à privilégier. Donc, dans cette optique de grossesse, il vaut mieux peut-être passer au parlodel, le temps de réaliser la gestation, et puis on commence toujours doucement, à 0,5 mg. Et puis, pour atteindre la dose moyenne efficace, elle est de 1 mg, pas moins. Et il est recommandé de casser en deux le traitement, de faire en 2 prises. Lorsqu'on est entre 1 et 2 mg, c'est-à-dire entre 2 à 4 comprimés, il vaut mieux faire mardi-jeudi, par exemple. Donc, il faut pas le concentrer, parce qu'il y a des fois, j'ai vu des médecins qui disent il vaut mieux le placer en 2 fois. Et puis, il faut ajuster progressivement jusqu'à atteindre la valeur de la prolactine. En cas d'intolérance, il ne faut pas hésiter à switcher à l'autre molécule, même si on revient de la cabergoline vers le parlodel, on essaye quand même. Et puis, la durée. Alors, la durée, c'est la grande question. Combien de temps? 2 ans, 4 ans? Donc, le traitement doit être maintenu. Les recommandations ne précisent pas la durée clairement, mais elles sont en faveur d'une durée minimale de 2 années, au-delà desquelles, si jamais le taux de prolactine est normalisé et l'effet antitumoral est là, le volume, la réduction elle est conséquente, on peut faire une fenêtre et puis revoir. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas et on ne peut pas prétendre qu'il y a une guérison que si, en faisant une prolactine à distance, on est sûr qu'elle est normale. Parce que sachez que si vous arrêtez le Dostinex aujourd'hui, le malade est encore sous l'effet du Dostinex encore 1 mois. Ça ne sert à rien de faire la prolactinémie tout proche. Il faut faire des prolactines vraiment à distance de l'arrêt, compte tenu de la demi-vie de ces médicaments, vraiment l'éloigner. Alors il y en a d'autres qui disent, plutôt que d'arrêter l'agoniste dopaminergique, gardez plus longtemps, comme ça rappelle le schéma de Basdo, gardez une petite dose qui a une visée antitumorale et antisécrétoire également. Comment on va checker et surveiller les adénomes à prolactine? Le microprolactinome, quand vous le traitez, ne faites pas l'IRM dans 3 mois. Ce n'est pas nécessaire. Vous contrôlez votre prolactinémie, mais l'effet antitumoral attendu est observable après 1 année. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller se presser. Par contre, en cas de macroprolactinome, là, nous faisons 3 mois et nous allons être plus réguliers dans le suivi. Ça, c'est clairement précisé dans les recos pour ne pas être trop d'IRM qui ne servent à rien, où ils vous disent 1 mm de plus, 1 mm de moins. Dans le microprolactinome, vous n'êtes pas stressé par le volume tumoral. Donc, vous m'arrêtez quand il faut, d'accord? La résistance. 1 minute, ok. Quand est-ce que je dis que mon malade résiste aux agonistes dopaminergiques? Soit j'ai un taux de prolactine, et ça vous le voyez, qui se normalise, mais la tumeur, elle garde la même taille, et ça c'est une résistance partielle, ou bien la prolactine ne se normalise pas, vous montez la dose suffisamment pour qu'elle baisse, elle reste élevée et la tumeur reste en place. Ce sont ces cas de tumeurs prolactinome résistants qui pourraient être candidats à la chirurgie, en dehors de l'urgence bien sûr. Et ils témoignent d'une certaine agressivité de cet adénome. En général, les adénomes résistants sont des adénomes agressifs.
Je pense que j'ai pas le temps de parler de beaucoup d'autres choses, mais je présente ce que va dire professeur Aniba, qui est notre collègue qu'on a la chance d'avoir, puisqu'il est l'élève de professeur Gaillard, et donc je t'ai volé la présentation. Et on a la chance de travailler en multidisciplinarité avec et professeur Rice, et le service de neurochirurgie et le service de neuroradiologie qui fait de l'excellent travail. Et tous les cas, on les discute pratiquement mensuellement. On arrive toujours tous les mois, ça peut être un mois et demi, mais c'est une discussion obligatoire parce qu'il y a beaucoup de subtilités, il y a des choses qui nous dépassent, qu'il peut lui rattraper et inversement. Et voilà, donc j'ai fait un petit éventail clinique en passant assez vite malheureusement sur la thérapeutique parce que le temps. Et je vous remercie de votre écoute. Donc, merci professeur Ansari pour cette très belle conférence claire et passionnante. Donc on est en pleine immersion dans les prolactinums. Et on enchaîne avec professeur Aniba Khalid, professeur en neurochirurgie, chef de service à l'hôpital Ben Tofaïl CHU de Marrakech. Comme a dit professeur Ansari, on est fiers de l'avoir parce qu'il s'est spécialisé donc en chirurgie